Écoutez, bonjour à tous. Comme vous le voyez, effectivement, ça ne démarre pas comme on souhaiterait que ça démarre. Il y a un petit incident technique qui est en train d'être résolu. Il faut savoir qu'effectivement... Ah, on me fait signe que c'est bon. Ah ben alors, le temps que je vous annonce qu'il y avait un problème technique, et je ne pouvais pas vous l'annoncer avant parce que je n'avais pas de micro. Donc voilà, alors le temps que je vous l'annonce, le problème est résolu. Vous voyez, il suffisait simplement que je me mette à parler pour que tout redémarre. Bien, eh bien, écoutez, on va pouvoir... Oui, écoutez, un petit plaisir comme ça de temps en temps. Bien, nous allons pouvoir démarrer cette Assemblée générale mixte. Mesdames, Messieurs, chers actionnaires, bonjour. C'est avec grand plaisir que nous retrouvons pour cette Assemblée générale. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, mais je vois qu'il y a beaucoup de fidèles qui sont dans la salle. Donc je me présente, donc Michel Dancoine, président du conseil de surveillance, et à ce titre, je présiderai cette assemblée. Alors comme l'année dernière, vous participez à cette assemblée soit en présentiel, soit en visioconférence, les actionnaires présents dans cette salle pourront voter tout à l'heure à l'aide du boîtier qui leur a été remis. Et grande nouveauté cette année, les actionnaires à distance pourront également voter en séance. Donc c'est une nouveauté que nous mettons en place et qui est conforme à notre volonté de permettre à tous nos actionnaires de pleinement exercer leurs droits, quelle que soit la façon dont ils participent à cette assemblée. Alors, à ma connaissance, finalement, ce moyen-là, peu d'entreprises le pratiquent, en tout cas d'entreprises de la taille de Wavestone. Alors, comme toute innovation, et c'est d'autant plus vrai vu qu'on a quelques petits incidents techniques pour démarrer, comme toute innovation, il y a une part de risque, donc on croise les doigts pour que cet aspect-là fonctionne correctement. Donc après les différents exposés, vous pourrez vous poser vos questions, que vous soyez en présentiel ou en visioconférence. Et par ailleurs, donc cette assemblée générale sera enregistrée et elle sera ensuite accessible sur le site web de Wavestone. Alors je précise, comme il est de coutume, que toutes les modalités légales qui doivent être respectées concernant cette assemblée l'ont été, notamment en ce qui concerne les convocations et l'enregistrement des actionnaires à leur arrivée. En particulier, les commissaires aux comptes de la société, le cabinet Acanexia, représenté par Madame Sandrine Gimat, et le cabinet Mazars, représenté par M. Bruno Pouget, sont tous deux présents et ils présenteront tout à l'heure leur rapport. Mesdames Olivia Bétain et Laure-Hélène Geste, représentant le comité social et économique, sont présentes respectivement à distance et en ce lieu. Et par ailleurs, M. Pierre Allard, président du FCPE Wavestone Action, est présent dans cette salle. Les documents qui sont à mettre à votre disposition sont disponibles dans cette salle. Ils sont sur cette table juste à droite du pupitre, là-bas. Et si vous désirez les consulter, ils sont donc à votre disposition pour les consulter. Enfin, par ailleurs, le document d'enregistrement universel est disponible sur notre site Internet. Et donc, les actionnaires à distance peuvent y accéder sur notre site. Et par ailleurs, des documents papier ont été mis à disposition à votre entrée. Et nous ferons référence d'ailleurs à ce document lors de nos exposés. Alors nous devons à présent vérifier que le quorum est réuni. On le revérifiera juste avant les votes. Et nous devons constituer le bureau. Alors, on m'a donné la feuille de présence pour le quorum. Donc, les choses peuvent encore évoluer jusqu'au moment des votes, mais par habitude, effectivement, il évolue assez peu, finalement. Donc, le nombre de titres qui sont ici présents ou représentés est de 16 182 393 actions, ce qui représente 80,6%
du capital. Et donc le quorum est largement atteint et je ne pense pas qu'effectivement il ne le soit pas, que ça puisse évoluer dans un sens inverse et qu'il ne le soit pas au moment des votes. Donc 80,6% pour le quorum. Pour le bureau, donc, nous allons demander 2 scrutateurs qui sont les 2 actionnaires les plus importants ici présents. Et donc effectivement, c'est donc Pascal Imbert à ma droite, président du directoire, et Delphine Chavlas, ma fille, qui se trouve dans cette assemblée. Voilà. Et donc, si vous en êtes d'accord par ailleurs, je vous propose de désigner maître Olivia Guéguin, conseil de la société, comme secrétaire de séance. Je précise enfin, toujours dans ces annonces préliminaires, je précise enfin que le comité social économique n'a pas formulé d'observation à transmettre à votre assemblée. Enfin, je salue et remercie les membres du Conseil qui assistent à cette Assemblée générale. Alors, je salue tout particulièrement Jean-François Perret, dont le mandat de membre du Conseil se termine aujourd'hui, et je renouvelle devant cette Assemblée les remerciements que je lui ai adressés lors du dernier Conseil de surveillance. Jean-François, identifiez-vous, là, il est là. Et effectivement, si je le fais tout particulièrement, c'est que Jean-François, ça fait 14 ans en fait qu'il accompagne le développement de la société par sa participation au conseil de surveillance, 14 ans à travers 3 mandats. Et donc, à l'époque où il a rejoint le conseil, Solucom, puisque c'était Solucom à l'époque, réalisait un chiffre d'affaires de 73 millions d'euros et comptait 666 collaborateurs. Donc la société a beaucoup évolué pendant ces 3 mandats. Et merci encore Jean-François pour toutes ces années où vous nous avez accompagnés. Voyons maintenant comment va se dérouler notre assemblée. Dans la première partie de cette assemblée, Pascal Imbert, président du directoire, Patrick Irigoyen, membre du directoire et directeur général, et Laurence Toupy, mais à distance, parce que je pense que Laurent a ce qui se pratique pas mal en ce moment. Donc il a le Covid, c'est ça? Il a le Covid, oui. Bon, voilà, donc on n'est jamais à l'abri de ce type d'événement. Donc Laurent sera à distance et il interviendra donc à distance puisqu'il n'a pas pu nous rejoindre. Donc effectivement, les 3 personnes que je viens de citer, Pascal Imbert, Patrick Irigoyen et Laurence Toupy, présenteront les faits marquants du dernier exercice, une analyse des résultats, ainsi que les perspectives d'avenir. Par ailleurs, Pascal commentera plus particulièrement la 10e résolution qui vous est proposée et qui est relative au changement du mode de gouvernance de Wavestone, qui sera soumise à votre vote. Après cette présentation, je reprendrai la parole pour présenter le rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise. Je passerai ensuite la parole aux commissaires aux comptes qui commenteront leur rapport. Puis, dans la seconde partie de cette assemblée, interviendra la séance des questions-réponses. Donc, les actionnaires présents physiquement pourront se signaler afin que nous apportions un micro, et les actionnaires connectés en direct pourront, quant à eux, poser des questions via le chat, et nous y répondrons à l'ensemble des questions. Et puis ensuite, il sera procédé au vote des résolutions. Je passe maintenant la parole à Pascal, c'est vous qui démarrez, je pense. Bien, écoutez, merci Michel. Et pour introduire ce rapport du directoire, tout d'abord un petit rappel de la fiche d'identité de Wavestone. Wavestone est un cabinet de conseil indépendant, pure player, dont le métier est de guider et d'accompagner les grandes entreprises et institutions publiques dans leurs transformations les plus structurantes, les plus critiques. Le cabinet possède des compétences sectorielles, centrées sur le cœur de métier de ses clients, des compétences technologiques, centrées sur le digital, les systèmes d'information ou encore la cybersécurité, et des compétences en développement durable. Wavestone réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 470 millions d'euros, nous y reviendrons, compte près de 4000 collaborateurs présents en Europe, aux États-Unis et en Asie. Voilà donc
pour ce petit portrait flash de Wavestone. Et Patrick, je te propose maintenant d'évoquer les événements marquants de l'exercice 2021-2022. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bien, sur l'ensemble de l'exercice 21-22, Wavestone a dégagé un chiffre d'affaires total de 470,1 millions d'euros, en croissance soutenue de 13%, soit un niveau supérieur à notre objectif de 462 millions d'euros. À périmètre constant, c'est-à-dire hors Everest Group Consulting, Y Innovation et New Vantage Partners, et à change constant, la croissance organique s'est élevée à 10%. Nous noterons que sur l'ensemble de l'exercice, l'effet jour a été positif et s'élevait à 1,1%. Si on regarde le déroulement de l'exercice sous l'angle de nos indicateurs clés, sur l'ensemble de cet exercice, le taux d'activité s'est établi au niveau élevé de 77% contre 71% un an plus tôt et supérieur au niveau de 75% initialement visé par Wavestone. Sur l'ensemble de l'année, le taux journalier moyen s'est établi quant à lui à 854 € contre 842 un an plus tôt. Il est à noter que les acquisitions d'Everest Group Consulting, Y Innovation et New Vantage Partners ont contribué à hauteur de 7 € à ce taux journalier moyen. Fort des bonnes prises de commandes réalisées tout au long de l'année, le carnet de commandes a progressé au cours de l'exercice pour atteindre 4,3 mois à fin mars 2022, à comparer aux 4,1 mois atteints à la fin de l'exercice précédent. En ce qui concerne les ressources humaines, le rythme de recrutement a été soutenu tout au long de l'exercice. Nous avons recruté près de 1000 nouveaux collaborateurs, dépassant ainsi notre objectif de 900 arrivées. L'effectif de Wavestone a ainsi progressé de 279 personnes pour atteindre 3732 collaborateurs au 31 mars 2022. Cette bonne dynamique de recrutement nous a permis de compenser la hausse du turnover qui s'est élevée à 18% à fin mars 2022 contre une cible de 15%. Sur ce slide, vous pouvez voir la répartition de notre chiffre d'affaires par secteur d'activité économique, ainsi que la liste des 20 premiers clients du cabinet à la fin de l'exercice 2021-2022. Ce top 20 est représentatif du portefeuille client de Wavestone, un portefeuille de grands comptes, diversifié tant en termes de clients qu'en termes de secteur économique. Et je précise que sur l'exercice 21-22, la tendance positive s'est confirmée dans tous nos secteurs d'activité, à l'exception du secteur du transport. L'effet marquant concernant les principales géographies de Wavestone. L'activité a été globalement bien orientée à l'international avec une rentabilité qui s'est notablement appréciée au cours de l'exercice, notamment au Royaume-Uni, au Luxembourg, en Belgique, à Hong Kong et au Maroc, où la croissance a connu une belle dynamique et où la rentabilité est excellente. Je souligne en particulier le rebond du Royaume-Uni qui, je vous le rappelle, avait connu un exercice 2020-2021 de mauvaise facture. En Suisse, après un premier trimestre difficile, la rentabilité s'est redressée au cours de l'année. Enfin, aux États-Unis, l'année a été décevante avec en particulier des difficultés business liées à une mauvaise performance commerciale. L'exercice se clôt avec une marge opérationnelle très légèrement négative. Les actions de recovery menées au second semestre 2021-2022 et au cours de ce nouvel exercice devraient nous permettre progressivement de remédier à cette situation. Au cours de l'exercice écoulé, nous avons réalisé 3 acquisitions ciblées qui nous ont permis de renforcer nos expertises. Premièrement, la practice conseil d'Everest Group à Dallas, aux États-Unis, en mai 2021. Nous avons acquis la practice conseil de ce cabinet d'études de marché, une practice dont le métier est de conseiller les grandes entreprises en matière de sourcing IT et d'externalisation des processus métiers. La practice conseil d'Everest Group est intégrée au compte consolidé de Wavestone depuis le 1er mai 2021. En octobre 2021, nous avons acquis Y Innovation, un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation agile des organisations, basé à Singapour et à Hong Kong. Le cabinet est consolidé depuis le 1er novembre 2021. Enfin, en décembre dernier, nous avons acquis à Boston, aux États-Unis, le cabinet de conseil New Vantage Partners. New Vantage Partners est un cabinet de niche spécialisé en data stratégie qui accompagne des clients américains de premier plan au sein du Fortune 200 pour répondre à leurs besoins de transformation par les données. New Vantage Partners est consolidé depuis le 1er janvier 2022. Pour terminer, je soulignerai les faits marquants en matière de RSE, en commençant par rappeler que nous avons réexprimé en début d'année nos ambitions en matière de RSE selon 5 engagements. Un engagement tourné vers nos clients, 2 engagements qui portent sur l'engagement de nos collaborateurs ainsi que sur la diversité et l'inclusion,
un quatrième engagement portant sur notre action vis-à-vis de la société civile, et enfin un dernier qui porte sur l'environnement. Concernant les actions les plus notables de l'exercice, nous avons fait le choix d'introduire des critères ESG dans notre contrat de financement à travers la mise en place du crédit à impact. Autre fait marquant, bien sûr, c'est notre nouveau plan stratégique Impact. Il est le fruit d'une réflexion stratégique à laquelle nous avons associé l'ensemble des équipes et parties prenantes de Wavestone, près de 600 clients, plus de 3000 collaborateurs. Une occasion évidemment clé pour engager nos parties prenantes dans le projet d'entreprise Wavestone. Nous avons également poursuivi le projet Smart Working qui vise à réinventer l'organisation de travail pour Wavestone. En matière d'évaluation externe, nous avons obtenu plusieurs reconnaissances au cours de l'exercice. Nous avons été de nouveau labellisés Great Place to Work en 2022. Pour la première fois, Wavestone atteint la première place du palmarès des entreprises de plus de 2500 collaborateurs et la troisième en France, et la troisième place de la catégorie des entreprises de 50 à 100 salariés au Luxembourg. 3 autres distinctions à souligner, Impact, Gaïa Index et Ecovadis. De belles réalisations et satisfactions donc, ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas des marges de progrès sur le plan de la satisfaction client, de la fidélisation de nos collaborateurs ou encore de notre score CDP, Carbon Disclosure Project. Voilà pour ces éléments et ces faits marquants. Je vais passer la parole à notre Covidé Laurent Stoupy à distance. Laurent, es-tu là? Merci Patrick et bonjour à tous. Je suis désolé en fait de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui et je vous prie de m'excuser par avance pour une diction qui pourrait être un peu enrhumée. Je vais essayer de le faire le plus distinctement possible. Donc, comme vous venez de le voir, le chiffre d'affaires de Wavestone a été en croissance de 13% en fait, sur l'exercice 2021-2022. En termes de rentabilité, le cabinet a réalisé un résultat opérationnel courant de 74,8 millions d'euros en progression soutenue de 40% par rapport à l'année précédente. Notre marge opérationnelle courante s'est ainsi établie à 15,9% contre 12,8% en 2020-2021. Après prise en compte de l'amortissement de la relation clientèle qui reste stable, et des autres produits et charges opérationnelles, le résultat opérationnel s'est établi à 72,8 millions d'euros, en forte progression de 68% par rapport à l'année précédente. Finalement, après prise en compte du coût de l'endettement financier net et de la charge d'impôt, le résultat net part du groupe a doublé au titre de l'exercice 21-22 pour s'établir à 51 millions d'euros contre 25,4 millions d'euros un an plus tôt. La marge nette s'est ainsi établi à 10,9% au 31 mars 2022, contre 6,1% un an plus tôt. Sur le bilan, vous pouvez voir que les capitaux propres ont progressé de 50,9 millions d'euros pour s'établir à 257 millions d'euros au 31 mars 2022. Les écarts d'acquisition ont augmenté de 16,5 millions d'euros suite aux acquisitions de la practice conseil d'Everest Group, de Way Innovation et de New Vantage Partners, et intègre également des écarts de conversion de 2,2 millions d'euros liés principalement à l'appréciation du dollar. À l'issue de l'exercice 2021-2022, la trésorerie nette s'élevait à 60,3 millions d'euros contre une trésorerie nette de 31,8 millions d'euros à fin mars 2021. En ce qui concerne le capital de Wavestone, 55% des actions ont été détenues par les fondateurs et mandataires sociaux au 31 mars 2022, chiffre stable par rapport à l'année précédente. Le flottant représente près de 36% du capital, dont 70% sont détenus par des fonds institutionnels français ou internationaux et 30% par des actionnaires individuels. Les salariés du cabinet détiennent quant à eux 8,1%, dont 3,1% détenus à travers le FCPE Wavestone, en France et à l'international. La dilution potentielle du titre est nulle, puisque nous avons couvert l'intégralité de nos plans d'attribution gratuite d'actions par les actions autodétenues. Le directoire et le conseil de surveillance de Wavestone proposent à l'Assemblée générale de ce jour le versement d'un dividende de 0,38 € par action au titre de l'exercice 2021-2022. Ce dividende représente une progression de plus 65% par rapport à celui versé en 2021 et correspond à un taux de distribution conforme au niveau habituel de 15% du résultat net part du groupe. Pour finir cette partie financière,
vous pouvez voir que depuis le 1er janvier 2021, le cours du titre Wavestone est en hausse de 65%, alors que le CAC Mid & Small est resté stable. Le cours du titre Wavestone a connu une progression continue au cours de l'année 2021, et depuis le début de l'année 2022, il a subi des variations importantes liées au contexte géopolitique et économique. En définitive, comme indiqué sur la gauche de la figure, la performance year-to-date de Wavestone était avant-hier un peu au-dessus de celle du CAC Mid & Small. Elle ressort à moins 10% pour Wavestone et à moins 15% pour le CAC Mid & Small. La liquidité moyenne quotidienne du titre sur Euronext s'établit à 714 000 € en 2022. Je vous remercie et je laisse maintenant la parole à Pascal. Merci Laurent. On se faisait la réflexion avec Patrick que tu es plutôt plus élégant quand tu restes chez toi que quand tu viens au bureau. Donc finalement, quand le Covid sera terminé, ne change rien, viens comme tu es. Non, merci. Je vous propose maintenant d'en venir à notre actualité récente et à nos perspectives. L'exercice 2022-2023, ouvert le 1er avril, se place dans la perspective d'impact, le plan stratégique dont a parlé Patrick tout à l'heure, un plan stratégique que nous avons lancé en décembre dernier. Ce plan stratégique part du constat que nos clients sont en train d'engager des transformations majeures afin de répondre aux défis impérieux auxquels ils vont devoir faire face dans les années à venir. Des défis de compétitivité, de digitalisation, une digitalisation de plus en plus rapide et de plus en plus profonde, des défis également environnementaux, au prix parfois de remise en cause brutale des business models existants. Impact vise à faire de Wavestone le partenaire privilégié naturel des grandes entreprises qui font face à ces transformations et qui font face à ces défis. Par la mise en œuvre d'Impact, nous fixons 3 ambitions à horizon 2025. Une première ambition qui est de franchir un nouveau cap en termes de croissance pour réaliser à cet horizon de 2025 750 millions d'euros de chiffre d'affaires. Une deuxième ambition qui est de réussir notre internationalisation. Et la réussir, ça veut dire pour nous, en particulier, compter dans notre top 20 des très grands clients internationaux non français. Nous voulons en avoir 5 dans notre top 20 à horizon 2025. Et notre dernière ambition, c'est de réussir ce que je viens d'évoquer, tout en restant dans le même temps une entreprise en pointe en termes de responsabilité sociale et environnementale, en nous situant dans les 5% des entreprises les plus performantes sur le plan extra-financier. L'acquisition du cabinet de conseil Nomadeis en avril dernier s'inscrit pleinement dans les enjeux d'impact, et cela me donne l'occasion de vous présenter Nicolas Dutrex, cofondateur de Nomadeis. Et d'ailleurs, finalement, comment faire mieux que de te demander peut-être de présenter en quelques mots à la fois Nomadeis et puis dire quelques mots de notre projet commun. Merci Pascal, bonjour à tous. Donc Nicolas Dutrex, je suis cofondateur du cabinet de conseil Nomadeis. Donc Nomadeis, c'est un cabinet de conseil français en environnement et responsabilité sociétale. On est un acteur de référence en fait dans l'accompagnement de la transition écologique et énergétique des entreprises, puisqu'on a été relativement pionnier en créant l'entreprise il y a 20 ans. Et au cours des 20 dernières années, donc on a réalisé plus de 700 missions dans 70 pays. C'est assez difficile de résumer 700 missions, mais pour donner quelques exemples concrets, donc par exemple, on accompagne des promoteurs immobiliers dans leur trajectoire de décarbonation des projets de construction. On accompagne des grandes entreprises industrielles dans le développement de nouvelles offres durables. Et on accompagne par exemple les pouvoirs publics sur des évaluations de politiques publiques dans le domaine de l'amélioration de la qualité de l'air. Voilà, c'est beaucoup plus large que ça, et on pourra en parler après, mais c'est pour donner quelques exemples très concrets. L'idée du projet, qui intéressait Wavestone et à la fois Nomadeis, c'est que Nomadeis rejoint Wavestone pour créer une practice sustainability, donc comme l'a dit Pascal, dans le cadre du développement du programme Impact et de la réorganisation de l'entreprise. Le but, c'est d'associer en fait l'expertise assez spécifique de Nomadeis
et les compétences, notamment les compétences sectorielles, mais aussi tous les outils informatiques, toutes les compétences informatiques qui sont existantes au sein du groupe Wavestone. Grâce à ces synergies, le but, c'est de pouvoir accompagner les clients de Wavestone dans leurs grands projets de transition, puisque maintenant, presque toutes les grandes entreprises intègrent dans leurs projets de transformation ces dimensions environnementales. Voilà, quelques données clés. Donc Nomadeis, en fait, est consolidé dans les comptes de Wavestone depuis le 1er avril. L'acquisition étant une acquisition à 100% et ayant eu lieu le 5 avril 2022. Nous, Nomadeis, nous clôturions au 31 mars 2022, donc le calendrier est parfait. On a clôturé à 1,9 million d'euros de chiffre d'affaires pour une rentabilité à l'équilibre. Et on est une vingtaine de salariés. Et donc, ces salariés, et les dirigeants notamment, sont maintenant désormais dans la practice Sustainability, avec l'idée de construire le département. Et depuis avril dernier, donc l'intégration opérationnelle des équipes est complètement réalisée. Donc aujourd'hui, on travaille, on produit et on commercialise des offres conjointement avec les équipes de Wavestone. Et donc le lancement de la practice Sustainability à partir du 1er juillet dernier fait qu'on est en train de créer maintenant le département avec des personnes qui viennent de différentes practices de Wavestone. Voilà. Je suis disponible si vous avez des questions par la suite. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Et j'ajouterai que ça marche fort, parce qu'effectivement, la demande est au rendez-vous sur ces grands sujets de transformation sous l'impulsion de la volonté de nos clients de s'inscrire dans cette transition écologique qu'évoquait Nicolas. Nous avons publié hier soir notre chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2022-2023, donc pour la période d'avril à juin 2022, et donc ça me donne l'occasion de vous commenter quelques éléments de l'activité de Wavestone sur ce trimestre, avec un chiffre d'affaires qui s'est établi à 122 millions d'euros, en croissance de 6% par rapport au premier trimestre de l'exercice précédent, une croissance conforme à notre plan de marche. Et à périmètre constant, échange constant, c'est-à-dire hors toutes les acquisitions qu'a évoquées Patrick au cours de l'exercice précédent, Everest, Way Innovation, New Vantage Partners et hors Nomadeis, la croissance s'est établie à 3%. C'est une croissance qu'il faut analyser au regard d'un effet de base particulièrement exigeant, puisque l'année dernière, sur la même période, on avait une progression de 21% à périmètre et échange constant. Donc, vous voyez, effectivement, l'effet de base était assez fort, mais ne nous a pas empêché de poursuivre notre croissance. Et dans les trimestres qui viennent, nous avons bien l'intention de continuer à tirer parti de ce très fort appétit de nos clients pour les grands projets de transformation. Et d'ailleurs, si nous en venons maintenant à nos indicateurs opérationnels, vous pouvez voir qu'ils sont bien orientés. Notre taux d'activité est légèrement supérieur à son niveau normatif, à 76%. Il est en légère progression par rapport au quatrième trimestre de l'exercice précédent, puisque au cours du quatrième trimestre de l'exercice précédent, il était de 75%. Les prix de vente confirment leur inflexion positive. Ils atteignent 868 € sur le trimestre, soit une progression de 1,6% par rapport aux 854 € de l'année dernière qu'évoquait Patrick tout à l'heure. Et enfin, autre satisfaction du trimestre, notre carnet de commandes reste absolument excellent, à 4,2 mois au 30 juin 2022 contre 4,3 mois au 31 mars 2022. Et vous savez que quand on est au-dessus de 4 mois, ça veut dire que vraiment l'activité commerciale se porte très très bien chez Wavestone. Sur le plan des ressources humaines, donc au 30 juin 2022, nous comptions 3683 collaborateurs contre 3732 3 mois plus tôt. C'est un petit repli qui est tout à fait traditionnel à cette période de l'année. Le gros des arrivées au sein des équipes de Wavestone se déroule sur les trimestres à venir, en particulier le deuxième et le troisième trimestre de l'exercice. Et donc là, pour l'instant, sous l'effet du turnover, on a un petit repli. Mais l'effectif va repartir en croissance dès le 30 septembre, sous l'effet d'une dynamique de recrutement qui est toujours excellente. Nous sommes en ligne sur les premiers mois de l'année, sur notre objectif de près d'1 millier de recrutements
un objectif que nous sommes fixés donc en début d'exercice pour l'ensemble de l'année. En revanche, sur le plan du turnover, les tensions ont été à nouveau très marquées, je dirais même encore plus marquées sur le trimestre qu'au cours des trimestres précédents. À fin juin, le turnover sur 12 mois glissants s'élève ainsi à 19%, contre 18% sur l'ensemble de l'exercice 2021-2022. Alors, des tensions qui se traduisent donc par un petit dérapage du turnover sur le trimestre. Mais en dépit de ces tensions, nous gardons le cap en matière de ressources humaines. Nous continuons à travailler d'arrache-pied pour ramener graduellement ce taux aux alentours de 15%, ce qui est notre objectif de long terme, même si finalement cette tension que nous avons observée sur les premiers mois de l'exercice montre qu'il va sans doute être difficile d'arriver à matérialiser ce retour aux alentours de 15% avant la fin de l'exercice 2022-2023. Nous venons d'annoncer tout récemment, le 20 juillet dernier, un nouveau projet d'acquisition. Un projet d'acquisition qui conseille un cabinet de conseil britannique, ce qui ne vous étonnera pas puisque le Royaume-Uni est l'une de nos géographies cibles dans le cadre du plan Impact. Ce cabinet est spécialisé dans des projets de transformation opérationnelle et digitale pour des grands comptes. Il viendrait renforcer notre proposition de valeur au Royaume-Uni avec des compétences de conseil en management que nous n'avons pas encore déployées au Royaume-Uni. Sur les 3 derniers exercices, ce cabinet a réalisé un chiffre d'affaires compris entre 15 et 20 millions de livres. Le prix d'acquisition s'élèverait à 1,5 fois le chiffre d'affaires annuel 2021-2022 en valeur d'entreprise, dont un quart conditionné aux performances de l'entreprise dans les 18 mois qui suivront l'acquisition. J'ai parlé au conditionnel parce que l'acquisition est conditionnée à l'obtention de certaines validations sur lesquelles nous sommes assez confiants, des validations qui permettront la mise en œuvre d'étapes préalables à la finalisation de l'opération. Et non seulement nous sommes assez confiants quant à la réalisation quant à l'obtention de ces validations, mais par ailleurs le closing devrait intervenir selon nous assez rapidement dans les semaines à venir. L'exercice 2022-2023 démarre donc sous de bons auspices. La croissance du premier trimestre est conforme à nos attentes. Elle apparaît plus faible que celle visée sur l'ensemble de l'année, mais je l'ai évoqué, c'est en raison d'un effet de base exigeant. Et vous avez pu voir que nos indicateurs opérationnels sont toujours bien orientés. Le sujet des ressources humaines va constituer à coup sûr l'un des challenges de l'année, avec des tensions sur le turnover qui se sont encore renforcées, donc encore du pain sur la planche sur ce sujet. Dans ce domaine des ressources humaines, comme prévu, nous avons procédé à des premiers ajustements de notre politique salariale afin de maintenir notre compétitivité dans un marché qui est assez fortement sous tension. Et bien sûr, en parallèle, nous poursuivons nos actions de revalorisation des prix. Vous voyez que l'exercice débute bien sur cette dimension. Ces actions de revalorisation des prix ayant pour but de gérer de manière optimale notre ratio prix de vente sur salaire. Patrick, peut-être que tu peux poser tes mains sur la table. Voilà. Enchaîne. Patrick était un garçon qui était hyper actif. Très dissipé quand j'étais petit. Dans sa jeunesse. Et de temps en temps... J'ai gardé un côté enfantin. En particulier vers cette heure. Travaille un peu, s'il te plaît. Donc, nous entendons gérer de manière active notre ratio prix de vente sur salaire, en veillant à rester compétitif sur le plan des salaires, mais en accompagnant les mouvements que nous ferons sur ce plan par des actions de revalorisation de nos prix. L'autre challenge de l'exercice, au-delà des ressources humaines, c'est bien sûr la dégradation annoncée de l'environnement économique. Et bien sûr, nous sommes extrêmement vigilants vis-à-vis de tout signe potentiel de ralentissement de la demande pour adapter notre action et notre configuration à ces éventuels ralentissements de la demande dans certains secteurs. Toutefois, à date, force est de constater qu'en dehors du secteur du transport et en dehors du secteur public qui est ralenti dans cette année 2022 en raison à la fois du McKinsey Gate et de la période d'élection dont nous sortons, en dehors de ces deux secteurs, force est de constater que le ralentissement annoncé pour l'instant ne se matérialise pas dans notre activité. D'ailleurs, vous avez pu voir que notre carnet de commandes reste extrêmement solide
au 30 juin 2022. Donc, un point d'attention sur l'ensemble de l'exercice, mais sur lequel, pour l'instant, nous ne pouvons pas dire que nous avons commencé à identifier des premiers impacts. En début d'exercice, nous nous sommes fixé l'objectif de réaliser un chiffre d'affaires annuel supérieur à 505 millions d'euros. Cet objectif, nous le confirmons pleinement aujourd'hui, et nous confirmons également notre objectif de profitabilité, un objectif qui vise à dégager une marge opérationnelle courante de l'ordre de 15% sur l'ensemble de l'exercice. Ces objectifs s'entendent à taux de change constant. Ils prennent en compte Nomadeis, qui donc a rejoint Wavestone dès le début de l'exercice, mais ils n'intègrent pas de potentielles nouvelles acquisitions, des nouvelles acquisitions que nous espérons bien concrétiser au cours de l'exercice. Nous poursuivons en effet plus que jamais nos actions en matière de croissance externe, en donnant toujours la priorité à des cibles situées aux États-Unis, ainsi qu'au Royaume-Uni, à l'image du projet d'acquisition que j'évoquais il y a quelques instants, sans nous interdire d'être de manière plus opportuniste, de saisir des occasions qui pourraient apparaître dans d'autres géographies, et notamment en France. Voilà donc les éléments que nous souhaitions commenter quant à l'activité du cabinet. Vous trouverez la version intégrale du rapport du directoire au sein du document d'enregistrement universel qui est disponible sur notre site Internet. Le slide que vous voyez s'afficher reprend d'ailleurs, répertorie d'ailleurs certaines informations importantes que vous pourrez trouver dans ce rapport, avec les numéros de page auxquels vous pouvez vous reporter pour connaître plus en détail les éléments relatifs à ces différentes informations. Je voudrais m'arrêter quelques instants sur l'une de ces informations qui est un événement important dans la vie de notre société, un événement relatif à l'évolution de la gouvernance que nous allons soumettre à votre vote au cours de cette Assemblée générale. C'est une évolution que nous avions annoncée lors du lancement du plan stratégique Impact et qui constitue la première étape d'une transition à la tête de la société. En quoi consiste cette première étape ? Eh bien, tout d'abord, Michel Dancoine arrive aujourd'hui au terme de son mandat de président du conseil de surveillance et Michel a décidé de ne pas solliciter de nouveaux mandats. Donc, Michel ne souhaite pas renouveler un mandat de président du conseil de surveillance de la société et nous proposons dans ce cadre un changement de structure juridique de votre société pour passer d'une forme directoire et conseil de surveillance à une forme conseil d'administration. Nous vous proposons en outre de nommer au sein de ce conseil d'administration en tant qu'administrateur les membres actuels du conseil de surveillance dont le mandat n'était pas arrivé à expiration pour la durée restante de leur mandat précédent. Nous proposons également de nommer comme administrateur FDCH, la holding patrimoniale de Michel Dancoine, Patrick Irigoyen, qui était précédemment donc membre du directoire et directeur général et qui aurait vocation à devenir dans cette nouvelle organisation directeur général délégué de la société, et moi-même, Pascal Imbert, qui était précédemment président du directoire, qui deviendrait dans cette nouvelle organisation président directeur général. Nous adopterions donc une forme de gouvernance sans dissociation des fonctions de contrôle et de direction, ce qu'on appelle une forme de gouvernance monale, mais afin de continuer à vous garantir le respect des bonnes pratiques en matière de gouvernance, je vous précise que le conseil d'administration désignerait Madame Marie-Ange Verdict en tant qu'administratrice référente de ce conseil, Madame Marie-Ange Verdict étant un membre du conseil qualifié d'indépendante. Je vous précise que nous avons reçu un avis favorable du comité social et économique de Wavestone sur cette proposition de changement de gouvernance. Et donc, voilà la décision que vous allez avoir à prendre par votre vote dans le cadre des résolutions qui vous seront proposées dans quelques minutes. J'ai dit tout à l'heure que cette évolution de gouvernance constituait une première étape. Je voudrais vous donner un petit peu de visibilité sur la suite de cette première étape. Tout au long du plan Impact, Patrick et moi-même entendons poursuivre la structuration et le renforcement du management de Wavestone afin d'être prêts à entamer une transition
vers une nouvelle équipe de direction de Wavestone à compter de 2025. Et je vous précise qu'à cet horizon, nous avons pour projet, dès lors que cette nouvelle équipe de direction sera en place, de revenir à une structure de gouvernance duale en réinstaurant une dissociation des pouvoirs de contrôle et de direction. Et enfin, indépendamment de ces mouvements, Michel d'Ancoine et moi-même entendons maintenir notre position d'actionnaire de référence du cabinet au service de son développement sur le long terme. Nous serons bien sûr, avec Michel, à votre disposition dans quelques instants pour répondre aux questions complémentaires que vous pourriez avoir sur ces changements. Vous voyez par ailleurs apparaître sur ce slide la composition du conseil d'administration, donc tel qu'il serait constitué à compter de cette Assemblée, sous réserve de l'approbation des résolutions 10 et des résolutions 25 à 33. 2 administrateurs supplémentaires auraient en outre vocation à rejoindre ce conseil. L'un a vocation à être nommé par vous aujourd'hui pour représenter les salariés actionnaires et l'autre sera désigné par le comité social et économique de la société au mois de septembre pour représenter les salariés de la société. Il y a déjà un représentant des salariés de la société au sein du conseil qui est Benjamin Clément. Et donc, il y aura un deuxième représentant des salariés qui viendra rejoindre Benjamin Clément au sein du conseil d'administration. Enfin, en ce qui concerne la nomination de l'administrateur représentant les salariés actionnaires, conformément aux dispositions réglementaires, vous allez devoir voter pour l'un des 2 candidats sélectionnés. Il y a 2 candidats qui sont sélectionnés. L'un est désigné et proposé par le conseil de surveillance du FCPE Wavestone Action, Pierre Allard. L'autre est proposé par les salariés actionnaires en direct de la société. Il s'agit de Raphaël Brun. Vous voyez apparaître la biographie sur ce slide de ces 2 candidats. Pierre Allard est né en 1963. Il a commencé sa carrière en tant qu'ingénieur informaticien et a travaillé en ESN, société de services, et en cabinet de conseil. Il a rejoint Wavestone en 2005 et a en particulier travaillé sur l'offre New Ways of Working. Il est élu au sein du comité social et économique de Wavestone, fondateur du club investissement de Wavestone. Il est par ailleurs membre du comité consultatif des actionnaires individuels de Wavestone et président du conseil de surveillance du FCPE Wavestone Action. Raphaël Brun est né en 1985. Il a fait toute sa carrière au sein de Wavestone, qu'il a rejoint en 2008. Il a notamment contribué au développement de la pratique cybersécurité de Wavestone. Il a ensuite pris la responsabilité d'une équipe de conseil interne au sein de Wavestone, une équipe qui s'appelle Boosting Wavestone, où il a notamment aidé à gérer la crise Covid-19. Il intervient aujourd'hui en tant que senior manager dans le secteur de l'énergie, en particulier auprès du client EDF. Le directoire, comme vous le savez sans doute si vous lisez attentivement notre document d'enregistrement anniversaire tous les ans, le directoire a pris un engagement de non-ingérence dans le sens du vote des salariés actionnaires. Et donc, dans cet esprit, il nous a paru logique que le directoire ne formule aucune consigne de vote pour le représentant des salariés actionnaires. Le conseil de surveillance ne formule pas de consigne non plus. Et le bloc majoritaire constitué de Michel et moi-même a l'intention de voter pour à chacune des 2 résolutions relatives à chacun de ces 2 candidats. Donc nous ne prenons pas de position et il vous reviendra donc de choisir par vos votes lequel des 2 candidats rejoindra le conseil d'administration. Michel, désolé, nous avons été un petit peu longs, mais c'est de la faute de Michel, de Patrick, qui nous a interrompus en cours de route. Et donc, je vous redonne la parole pour la suite de cette assemblée. Patrick a le dos large. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Merci Pascal. Donc on va maintenant regarder le rapport sur le gouvernement d'entreprise. Je pense qu'on a un ordre du jour assez chargé aujourd'hui et un nombre de résolutions importants à voter. Donc je vais essayer d'aller assez vite. Donc vous voyez effectivement sur ce slide
donc des pages qui vous sont signalées sur des éléments qu'on peut considérer dans ce rapport sur le gouvernement d'entreprise. Bon, j'ajouterais effectivement par rapport à cela que je pense que le fonctionnement des travaux du Conseil est là indiqué. Donc le Conseil s'est réuni 9 fois dans le dernier exercice, donc c'est réuni assez fréquemment, puisqu'on a 6 réunions qui sont normalement planifiées. Il y a eu 9 réunions, puisqu'il y a eu entre deux des points importants à gérer, avec un taux de présence de 97%. Le comité d'audit, lui, s'est réuni 4 fois avec un taux de présence de 100%. Le comité des rémunérations et des nominations s'est réuni 2 fois avec un taux de présence de 100%. Et puis, après la clôture de l'exercice, donc un nouveau comité a été mis en place, qui est le comité RSE, qui a démarré ses travaux à partir du 1er avril 2022 avec une première réunion le 13 mai dernier. Le code de gouvernement d'entreprise qui est cité donc sur ce slide est celui qu'applique Wavestone, et celui c'est le code Middle Next. Et il a été constaté que la gouvernance mise en place au sein de Wavestone appliquait la totalité des recommandations de ce code. Ensuite, dans cette partie gouvernement d'entreprise, vous y trouverez également les aspects rémunération. Vous voyez effectivement les pages où se trouvent les différents aspects de la rémunération, que ce soit le vote C1P ex post ou le vote C1P ex ante. Vous pouvez effectivement consulter ces pages, et nous sommes à votre disposition si vous souhaitez que nous répondions à certains aspects et à certaines de vos questions. Et puis ensuite, vous avez d'autres sujets comme la délégation en matière d'augmentation de capital, et puis les observations du conseil de surveillance sur le rapport du directoire et sur les comptes. Je résumerai effectivement la position du conseil de surveillance qui n'a pas d'observation à formuler sur ces éléments, et qui donc en conséquence vous invite à suivre les recommandations du directoire en ce qui concerne le vote des résolutions. Donc je passe maintenant la parole à nos commissaires aux comptes pour qu'ils fassent la lecture de leur rapport. Merci. Bonjour. Merci, Monsieur le Président. Donc, nous avons émis principalement un rapport sur les comptes annuels de Wavestone. Celui-ci conclut que les comptes annuels sont réguliers et sincères et ont été établis conformément aux principes comptables français. Nous avons formulé une observation qui est une observation totalement technique, qui est liée à une mise à jour d'une recommandation de l'ANC, qui n'a pas d'impact sur les comptes de Wavestone, mais nos normes nous obligent à faire cette observation. Elle ne remet absolument pas en cause ce que nous pensons des comptes de Wavestone. Les principaux points sur lesquels ont porté nos travaux sont l'évaluation des titres de participation et la reconnaissance du chiffre d'affaires au forfait. Et nous avons également mené toutes les vérifications spécifiques que nous devons conduire, sans avoir relevé aucune anomalie. Bonjour à toutes et à tous. Alors pour ce qui concerne maintenant les comptes consolidés de votre groupe, nous avons également émis une opinion sans réserve le 7 juin dernier sur les comptes de ce groupe. Nous avons justifié de nos appréciations sur les points clés de l'audit, donc les points les plus importants de nos travaux, qui concernent l'évaluation des écarts d'acquisition qui sont inscrits à l'actif des comptes de votre groupe, mais également sur la reconnaissance du chiffre d'affaires des prestations au forfait qui sont rendues par les différentes équipes et les différentes entités de votre groupe. Enfin, vous avez pu voir que nous avons rendu compte de l'exécution de nos vérifications dites spécifiques. Ce sont les vérifications qui portent sur les informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion
et également sur les autres informations qui vous ont été communiquées ou qui ont été mises à votre disposition dans le cadre de cette Assemblée générale. Et ces vérifications n'ont pas appelé de commentaires particuliers du Collège des commissaires aux comptes. Reste le rapport spécial. Alors, notre rapport spécial sur les conventions réglementées, dans celui-ci, nous indiquons qu'il n'y a aucune convention nouvelle à soumettre au vote de la présente Assemblée générale. Il mentionne une convention qui a déjà été approuvée par le passé. C'est la convention qui prévoit le maintien des droits résultant du contrat de travail de M. Irigoyen pendant son mandat social, sachant que son contrat de travail est suspendu pendant cette période de mandat social. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, nous allons donc maintenant passer à la séance des questions-réponses. Déjà, je précise qu'il n'y a pas eu de questions écrites qui aient été... finalement, je le lis maintenant, peut-être? Non, après? D'accord, très bien. Donc, après les questions-réponses, on reviendra au quorum. Comme je vous le disais, il n'y a pas de toute façon de suspense sur le quorum, donc on peut effectivement tout à fait suspendre et le dire au niveau du vote. Donc pas de questions écrites, comme je le disais. Donc on va passer donc maintenant à vos questions. Donc pour les actionnaires qui participent physiquement à la présente assemblée, des micros seront apportés à ceux qui veulent bien lever la main. Et pour les actionnaires à distance, vous pouvez poser vos questions via le chat si vous n'avez pas encore fait. Donc voilà, passons aux questions. Bonjour, Monsieur le Président, l'actionnaire qui murmure aux oreilles des PDG. J'aurais 3 questions. Parce qu'en ce moment, on parle, enfin plus ou moins, de récession, enfin, possibilité aux États-Unis et d'autre part, puisque enfin, Hong Kong a été plus ou moins, mais aussi Covid-19, est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour la marche des affaires? Et d'autre part, puisque l'Ukraine va plus ou moins rentrer dans quand même l'Union européenne, mais est-ce que l'Ukraine a essayé de vous contacter, c'est-à-dire qu'il faut quand même parler, mais les Russes, ils sont quand même assez forts pour brouiller les affaires. Et puis, d'autre part, en ce qui concerne vos acquisitions, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous êtes plus ou moins endetté de nouveau? Très bien. En ce qui concerne la récession aux États-Unis, on commence à voir certains effets, effectivement, sur le climat des affaires aux États-Unis qui se dégrade, mais ça n'est pas, pour l'instant, ça n'a pas d'impact significatif sur notre activité. À Hong Kong, en dépit des événements et de la situation sanitaire qui a été très difficile tout au long de l'exercice, la situation sur le plan business est bonne et notre activité se porte très bien à Hong Kong d'ailleurs comme à Singapour. Et enfin, en ce qui concerne l'Ukraine, non, c'est sans doute très très prématuré compte tenu à la fois de la situation actuelle et puis du calendrier d'entrée dans l'Union européenne de commencer à évoquer ce sujet. Et en ce qui concerne la situation financière, je vais peut-être laisser Laurent Stoupy, sauf s'il est retourné se coucher. Laurent Stoupy, est-ce que tu as gardé ta cravate et est-ce que tu peux répondre à cette question? Donc je suis toujours là, je suis toujours cravaté. Pour répondre à la question sur les acquisitions, la situation de la trésorerie nette du cabinet au 30 juin était de l'ordre de 54 millions d'euros.
classiquement, en fait, il y a un certain nombre de décaissements qui sont à prévoir en fait sur le premier semestre, et donc on pourrait avoir en fait, une fois l'acquisition confirmée, effectivement un décaissement supplémentaire en termes d'acquisition. Ça pourrait nous faire passer par rapport à une situation de dette nette positive qui redeviendrait en fait finalement une trésorerie nette positive en fait certainement à l'horizon du mois de décembre. Voilà, donc peut-être un passage transitoire en fait finalement en dette nette, en dette, et avant de revenir en fait finalement à une position positive. Merci. D'autres questions? Oui, bonjour. Comment vous arrivez à gérer les ajustements salariaux avec les prix de journée que vous facturez à vos clients? Nous sommes dans un scénario dans lequel nous anticipons une évolution des salaires de nos collaborateurs. Pour cibler, pour donner un ordre de grandeur, on s'attend à une évolution des salaires moyens de l'ordre de 1 à 2% cette année. Pas plus. Peut-être fourchette haute, mais aux alentours de 2% nous paraît une fourchette haute à date. On reste évidemment extrêmement prudent sur ce qu'on observe sur le marché parce que on va dire le contexte pénurie de talents et inflation est un contexte un petit peu nerveux. Donc, mais on va dire le scénario dans lequel on travaille aujourd'hui, c'est celui-là. Et en parallèle, sur le plan de nos prix, on fait le travail pour, on va dire, dialoguer avec nos clients et revaloriser nos prestations. Et là aussi, on est sur un scénario de l'ordre de 1-2% d'évolution de nos prix. Et là, je parierais aussi plutôt sur la fourchette haute. Vous avez mentionné des problèmes de turnover et de recrutement. Alors, comment vous pensez que ça va évoluer? Vous dites que normalement, à la fin de l'année, votre turnover va devenir normatif. Je serais, au regard du début de l'exercice, je considère que le fait qu'on revienne, ce qui était notre objectif, à un turnover qui se rapproche des 15%, qui est le normatif, devient challenging. Je pense qu'on se situera plutôt dans une fourchette de 17 à 20 dans le courant de l'année. Le marché reste très tendu et je dirais même qu'il est de plus en plus tendu en raison principalement de la pénurie des ressources. Donc ça met une grosse pression sur l'ensemble du marché, dont Wavestone. Et donc c'est sans aucun doute un des éléments clés de notre action de l'année pour affronter ce marché très tendu. D'accord. Dans le cadre de la transformation de la société en conseil de surveillance et directoire à conseil d'administration, vous dites que tous les membres du conseil de surveillance font partie du conseil d'administration. Mais je n'ai pas vu de résolution nommant M. Clément au conseil d'administration. Ou je n'étais pas réveillé parce que vous nous avez convoqués trop tôt. Benjamin Clément est représentant des salariés et il est désigné, c'est un mode de désignation particulier pour le représentant des salariés, il est désigné par le comité social et économique de la société directement. Et non pas par l'Assemblée générale. Au contraire des représentants des actionnaires salariés qui, eux, donc, comme vous l'avez vu, se présentent au vote de l'Assemblée générale. D'accord, mais il figurera au conseil d'administration comme représentant des salariés. Exactement, il sera rejoint par un autre représentant des salariés qui sera désigné par le comité social et économique au mois de septembre. D'accord. Dans votre document d'enregistrement universel, bon, je n'ai pas feuilleté les 380 pages, mais je n'ai pas trouvé le tableau des résultats des 5 derniers exercices. Est-ce que quelqu'un peut me donner le numéro de la page où il figure? Très certainement.
Quelqu'un doit être capable de le faire. Et dernière observation, pourquoi est-ce que vous n'avez pas affiché à l'écran, comme vous l'avez fait pour le rapport sur la gouvernance, les pages concernant les rapports des commissaires aux comptes? Parce qu'ils ont été très succincts, pour ne pas dire plus. Alors, dans le document de référence, vous trouverez ces numéros de page. Non, mais pourquoi vous n'avez pas fait une slide en mettant rapport sur les comptes sociaux, rapport sur les comptes consolidés, rapport sur les conventions réglementées? Nous ne manquerons pas de le faire l'année prochaine, Monsieur Dussault. Merci. D'autres questions? Et donc, je signale à tous les actionnaires présents que la première personne qui trouve le tableau des résultats des 5 derniers exercices aura une deuxième coupe de champagne. Allô, oui, ça marche. Guy Lamissonnier. Monsieur le Président, très honoré d'être encore cette année à venir vous entourer, vous tous, pour cette Assemblée Générale. Je reviendrai sur une question importante parce qu'on parle toujours du capital, mais vous savez comme moi, le capital humain, c'est l'avenir de votre entreprise, de notre entreprise, qui est le groupe Weston. Et c'est vrai que ce turnover, qui est à 18% au lieu de 11, voire de 15 en objectif, 11% l'année dernière, comment pouvez-vous expliquer qu'il y ait même au niveau de votre profession, voire au niveau de Weston, un turnover aussi important? Est-ce qu'on fait un certain temps chez Weston comme carte de visite pour, entre guillemets, présenter ses offres ensuite sur le marché du travail avec ce label Weston? Comme dans le temps, à notre génération, vous savez, les commerciaux Xerox étaient recherchés après par les grandes entreprises qui cherchaient des commerciaux de valeur. Donc j'aimerais que vous alliez un peu plus loin sur la façon dont vous allez pouvoir, sachant que votre entreprise, pouvoir conserver le personnel, en tout cas ceux qui représentent les atouts de demain du groupe Weston. Et puis deuxièmement, quels sont concrètement ce que vous allez faire, sachant que du côté sociétal, depuis des années, vous avez valorisé la vie privée et la vie professionnelle. Donc qu'est-ce que vous allez pouvoir faire de plus pour convaincre les nouveaux entrants de rester beaucoup plus longtemps? Merci, Monsieur le Président. Le Conseil a toujours été dans une logique de turnover qui est relativement importante. Il y a plusieurs effets qui jouent. Il y a bien sûr déjà l'effet de beaucoup de gens démarrent leur carrière dans le Conseil. Donc le Conseil embauche beaucoup de jeunes diplômés qui, après une première partie de carrière dans le Conseil, volent vers d'autres horizons et qui situent en général le turnover du Conseil plutôt dans des fourchettes de 20 à 25% de turnover. Donc c'est quelque chose d'assez structurel. Je ne suis pas sûr qu'il faille essayer de lutter contre ça. Je veux dire, le Conseil joue son rôle sur le marché on va dire, de formation et de démarrage dans le cadre de la vie active de jeunes diplômés. Voilà. Ensuite, bien sûr, il y a des moments où on est sur des pics, comme en ce moment, et où finalement la pénurie de compétences prend des proportions plus importantes et sur lesquelles finalement toutes les activités de conseil vont essayer de gérer au mieux cette période-là. Mais structurellement, je dirais que le fait que le monde du conseil soit confronté à un turnover élevé ne me paraît pas malsain. Ensuite, Wavestone a toujours eu l'ambition, parmi les entreprises de conseil, de figurer avec un turnover le plus, on va dire, le plus bas possible, et d'où notre objectif de 15%, qui est un objectif structurellement ambitieux, qui n'est pas un objectif confortable. Et je dirais que les principales actions, pour ne pas être trop long sur le sujet, mais on pourrait en parler pendant quelques heures, c'est d'être extrêmement bon dans le run, dans le quotidien du suivi de nos collaborateurs. C'est vraiment la base, donc prévention des risques de TDO, identification des risques qui amènent un collaborateur à vouloir partir et traitement de ces risques, voilà, avec un mix de management, action RH. C'est bien sûr la formation de nos équipes de management. Je pense que ça, c'est un élément d'amélioration que nous pouvons avoir
pense qu'on n'a pas encore assez travaillé sur la qualité du dialogue managérial entre nos collaborateurs et nos managers, parce qu'il est devenu plus compliqué. Les attentes des collaborateurs sont beaucoup plus variées qu'avant. Et ensuite, des sujets sur lesquels on doit continuer à progresser, qu'on a entamés, hein, qui sont l'équilibre vie pro, vie perso et les conditions de travail, donc le smart working que nous avons lancé. Donc, on a des chantiers de progrès, on a des sujets de progrès, et je pense qu'on a la capacité de se rapprocher progressivement et de revenir progressivement à une situation de turnover sous contrôle. Je vais laisse compléter, je ne sais pas si... C'était très bien. Si vous me permettez, Monsieur le Président, est-ce qu'une augmentation moyenne des rémunérations de 2% évoquée tout à l'heure, en disant que vous seriez sur la fourchette haute, Monsieur le Directeur Général... Attention, j'ai évoqué un impact sur le salaire moyen. Les Les mouvements que nous faisons sur les salaires eux-mêmes sont des mouvements qui sont un peu plus consistants. Je vais prendre l'exemple... en France, on va bouger sur les salaires des consultants seniors de l'ordre de 8%. Voilà, donc attention à ne pas confondre les deux éléments. Chaque année, un collaborateur a une augmentation qui est très rapide, d'une part à cause de son gain d'expérience, et puis par ailleurs, on remonte la grille. Mais ensuite, il y a des phénomènes de salaire moyen, et on est dans une phase où on est un petit peu en train de junioriser parce qu'il y a eu un stop sur le recrutement pendant la période Covid. Et donc, le fait d'avoir repris le recrutement amène une certaine juniorisation des équipes. Et c'est pour ça que l'évolution du salaire moyen est très progressive. Je crains peut-être avant de prendre la réponse suivante, je voudrais, parce que j'ai reçu 7 messages à propos de la page à laquelle figure le tableau des résultats des 5 derniers exercices, mais j'ai le regret de vous indiquer que le plus rapide a été Laurent Stoupi. Donc Laurent, tu peux ouvrir ton frigidaire et te prendre une coupe de champagne. Je n'hésiterai pas, tu feras une note de frais, et pour les autres, il fallait être plus rapide. Donc il s'agit de la page 190. D'autres questions ? Question subsidiaire. Quel est votre taux d'intercontrat ? En fait, le taux d'utilisation normatif est de l'ordre de 75%. Il y a 25% du temps des consultants qui n'est pas facturé, qui est consacré à des efforts d'avant-vente. Donc toute la vente donc pèse un poids assez important, on va dire, de l'ordre de 6 à 8% du temps des consultants. Les efforts de formation, de ce qu'on appelle chez nous le knowledge management, qui est la recherche et développement au sein de Wavestone pour acquérir et développer les savoir-faire futurs que vendra la société, tout ce qui s'appelle la gestion de service, c'est-à-dire le temps consacré au process interne de l'entreprise permettant de faire fonctionner l'entreprise, occupe ces 25%. Et à vrai dire, il y a très peu d'intercontrats, des moments où des collaborateurs chez Wavestone n'ont rien à faire. C'est extrêmement rare, parce que dès que quelqu'un est disponible, il intervient soit sur une autre affaire, soit sur une autre activité interne. Donc on ne mesure pas le taux d'intercontrat, comme peuvent le faire les sociétés de services. On mesure purement la part du temps qui est vendu aux clients, sachant qu'on sait qu'ensuite les 25% restants sont très bien utilisés pour le fonctionnement de la société. D'autres questions ? Bonjour. J'aimerais savoir, puisque vous avez seulement 18% à l'international, que vous êtes absent en Australie, en Inde et puis en Amérique du Sud, est-ce qu'il n'y a pas d'affaires à faire là-dedans? Non, on considère que pour réussir à l'international, il faut concentrer nos forces. On ne veut surtout pas s'éparpiller dans un trop grand nombre de géographies. Et donc, dans les pays où nous ne sommes pas, nous avons des partenariats.
Donc typiquement en Amérique du Sud, nous sommes en mesure de servir nos clients, mais par le biais d'un partenaire, qui est un partenaire cabinet de conseil italien qui a des bases en Amérique du Sud. On a également un partenaire très étroit en Allemagne, puisque nous ne sommes pas présents non plus en Allemagne, et qui est une géographie dans laquelle le marché du conseil est assez développé. Mais quand nous avons besoin d'intervenir en Allemagne, nous le faisons par le biais d'un partenaire, et nous concentrons notre développement sur quelques géographies sur lesquelles nous voulons grandir vite pour disposer de la masse critique nous permettant d'être efficaces sur ces marchés. Bien, écoutez, merci pour toutes ces questions. On va peut-être clore la phase questions, parce qu'on a encore un ordre du jour chargé et surtout un nombre impressionnant de résolutions. Merci pour vos questions. Donc, on va maintenant aborder la phase vote des résolutions. Je vais d'abord annoncer donc le quorum définitif, qui a peu changé puisqu'on est à 80,64%. alors que nous étions tout à l'heure à 80,60%. Donc nous allons passer maintenant au vote des résolutions. Il n'y a pas eu, la société n'a pas reçu de demande d'inscription de points ou de projet de résolution de la part d'actionnaires. Et au préalable finalement du vote des résolutions, je voudrais attirer votre attention sur deux points suivants. Sur la 20e résolution, tout d'abord. La 20e résolution vous propose de déléguer vos pouvoirs afin d'émettre des actions au profit de salariés ou mandataires sociaux adhérents à ou éligibles au PE. Donc, Wavestone, en fait, privilégie un autre mécanisme qui est celui des plans d'action gratuites, en tant qu'outil de fidélisation de ses salariés. On a parlé des aspects de fidélisation assez souvent là, au niveau des questions. Et donc, du coup, cette 20e résolution, le directoire vous invite à la rejeter. Il est obligatoire d'inscrire une résolution de ce type. Mais donc Wavestone utilise un autre mécanisme qui est celui des plans d'action gratuite, et donc vous propose de rejeter cette résolution. Donc ça, c'était la 20e résolution. Et puis je vais à nouveau remettre en évidence les 34e et 35e résolutions, pour lesquelles effectivement c'est la nomination d'un administrateur représentant les salariés actionnaires. Pascal en a déjà parlé, je le remets en évidence. Le directoire ne fait pas de recommandations, puisqu'il s'est interdit d'interférer sur les votes de ses salariés. Et puis, par ailleurs, comme il a été dit, le bloc majoritaire ne prend pas position, mais il est pour le fait d'élire un représentant des salariés actionnaires, et donc il votera pour les deux propositions. Donc voilà ce que je voulais dire en introduction. Le vote en direct intervient cette année, donc comme je l'ai déjà évoqué, de deux manières. D'une part, en utilisant le boîtier électronique pour les actionnaires qui sont physiquement présents, et puis par ailleurs, en votant par la plateforme AGD pour les actionnaires qui participent à distance et en même temps que les actionnaires en salle. Nous allons maintenant vous rappeler comment procéder au vote, et je passe à cet effet la parole à Olivier Gaga. Merci Michel. Bonjour. Donc nous allons rappeler la manière dont le vote se déroule. Il y a d'une part le vote pour les actionnaires connectés à distance. Et pour ceux qui souhaitent donc prendre part au vote, le texte de la résolution va s'afficher en même temps que dans la salle. Et au moment du vote, il suffira à ces actionnaires de cliquer sur l'une des trois touches qui vont s'afficher pendant la résolution, sous la résolution, pendant le temps qui est imparti au vote, qui va être représenté par un sablier électronique. Il y a donc trois touches: touche verte pour, touche rouge contre, touche jaune abstention.
Le vote exprimé sera ensuite immédiatement pris en compte et les résultats seront affichés dans la foulée de chaque résolution. Alors, pour assurer le bon déroulement du vote à distance en direct, la retransmission vidéo va s'interrompre dans quelques instants pour laisser place à ce vote. En ce qui concerne le vote dans la salle, je vous propose de regarder une brève vidéo pour découvrir ou redécouvrir le fonctionnement du boîtier, puisque comme en 2021, le système de vote est électronique. Mesdames et messieurs les actionnaires, le boîtier qui vous a été remis
Oui, c'est pas très protocolaire, mais c'est une assemblée générale qui n'est pas tout à fait comme les autres, puisque c'est la dernière que Michel préside. Michel, il y a 32 ans et des poussières, on s'était retrouvés par hasard dans un même cocktail, une coupe de champagne à la main, ça commençait bien. Et tout à coup, l'alcool aidant, vous m'avez dit, Pascal, si on crée une entreprise ensemble. Eh bien, Michel, c'est la plus belle proposition qu'on m'ait fait de ma vie. Même Brigitte. Alors, je précise à toutes fins utiles et pour la paix de mon ménage que c'est moi qui ai demandé ma femme Brigitte en mariage et pas l'inverse. Donc c'est pour ça que c'est la plus belle. Michel, aujourd'hui, je voudrais, au nom de tous les actionnaires de Wavestone qui vont, dans quelques secondes, vous saluer d'un tonnerre d'applaudissements, vous remercier pour avoir présidé aux destinées de la société pendant toutes ces années et pour l'avoir menée là où elle est. Et je voudrais d'autre part, à titre très personnel, vous dire merci pour les 32 premières années de collaboration à la tête de Wavestone. Et j'espère que les 32 à venir vont être tout aussi chouettes. Merci à tous. Merci Pascal. C'est effectivement la dernière Assemblée générale que je préside et c'est avec beaucoup d'émotion que je l'ai présidée. J'ai toujours par ailleurs eu beaucoup de plaisir à présider cette Assemblée et je vous remercie pour votre fidélité à y participer. Alors c'est une page qui se tourne, mais c'est pas un livre qui se referme. Je suis viscéralement, profondément attaché à Wavestone, à l'ensemble de ses équipes, à son management et à l'évolution de ce management dont on a parlé. Et je continuerai à accompagner le développement de Wavestone en tant qu'administrateur, en tant que membre de différents comités et actionnaire de référence avec Pascal. Et effectivement, le jour où effectivement nous avons pris cette décision lors d'un cocktail, comme vous l'évoquiez, parce que c'est effectivement comme ça que ça s'est passé. Et puis, je pense que c'est la meilleure décision que nous ayons prise. Et je me réjouis également de toutes ces années de collaboration avec vous. Et comme vous l'avez vu, de toute façon, je serai toujours présent, donc vous n'en avez pas fini avec moi. Et on continuera effectivement cette aventure dans une configuration différente, mais on continuera ensemble cette aventure. Et donc, je vous donne rendez-vous de toute façon à la prochaine Assemblée générale. Je ne serai plus ici sur cette estrade. Mais en fait, si, en tant que scrutateur. En tant que scrutateur, non, mais enfin, en tant que scrutateur, en fait, on peut l'être dans la salle. Donc, je ne serai plus, en tout cas, dans la même configuration, mais je me réjouis à l'avance de la prochaine Assemblée générale à laquelle j'assisterai. Très bien. Écoutez, je vous propose maintenant que nous nous retrouvions autour d'un verre. Le buffet est préparé. Merci.